je voudrais vous parler globalement de l'envers de la dette, mais ce titre, l'envers de la dette, on pourrait dire c'est l'escroquerie de la dette. C'est-à-dire comment, en fait, ce qu'on prétend être une dette de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident, ou vis-à-vis de la France, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, et cette dette, elle n'est pas d'abord économique, elle est d'abord politique. C'est-à-dire que je vais vous parler de politique. Je suis un économiste, parce que j'ai fait de l'économie il y a un peu plus de 35 ans, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on luttait contre les problèmes d'injustice, d'inégalité, etc. Eh bien, aujourd'hui, je suis un économiste qui pense que ça passe d'abord par la politique, c'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme le Cameroun, par exemple, qui est un pays riche, extraordinairement en ressources matérielles et en ressources humaines, son seul problème, c'est pas la richesse, c'est la légitimité du pouvoir. Si vous avez un pouvoir qui passe son temps à détruire tout ce que les gens fabriquent et à organiser la corruption, comment voulez-vous qu'un peuple s'en sorte? Donc les problèmes sont des problèmes de légitimité, et vous allez voir pourquoi ces problèmes de légitimité se posent. Alors avant de vous parler de la France-Afrique, je vais vous parler un tout petit peu de l'historien de longue période Fernand Braudel, qui est le plus grand historien du XXe siècle, qui a beaucoup écrit sur la Méditerranée, vous le savez sans doute, parce que ça va nous éclairer sur les enjeux, et notamment sur ce qui est arrivé à l'Afrique. Braudel décrit toute l'histoire de l'économie, mais aussi de la politique, comme une maison à 3 étages. Vous avez en bas, au rez-de-chaussée, l'économie de subsistance, de survie, d'autoconsommation, la pêche, la chasse, l'agriculture locale. L'humanité a vécu l'humanité a vécu pendant plus d'1 million d'années exclusivement dans ce rez-de-chaussée. Et puis progressivement, il y a eu ce qu'on appelle l'échange local. L'image la plus achevée, c'est l'échange ville-campagne au Moyen-Âge, avec les gens qui allaient de leur campagne jusqu'à la ville dans la journée et qui rentraient le soir, et on voit bien la place du marché, etc., etc. Donc cet échange local, il a commencé il y a 10 ou 15 000 ans, il se poursuit toujours, et puis ensuite Braudel parle de l'échange au loin. C'est-à-dire que des gens ont été capables de monter des expéditions à travers des caravanes transcontinentales, à travers ensuite les navires qui allaient jusqu'en Extrême-Orient, et puis ensuite, grâce à l'essor des télécommunications, à l'essor des moyens techniques et financiers, un certain nombre de gens ont pu s'extraire du marché local pour conquérir des positions mondiales, et ces gens-là vous parlent en permanence du marché, mais en fait, leur seule ambition, c'est grâce à leurs moyens, leur super moyen de se placer en position de monopole ou d'oligopole, comme on dit, c'est-à-dire d'être un ou deux à contrôler le marché. Autrement dit, ce que décrit longuement Braudel après un travail de plusieurs décennies et dans son ouvrage majeur Civilisation matérielle, économie et capitalisme, c'est que vous avez 3 étages de l'économie, l'étage d'extrême proximité, ensuite l'échange local, et puis vous passez à l'économie monde ou à la macroéconomie, l'économie au loin. Ici, on ne pratique pas encore les règles du jeu de l'économie. Ici, on les pratique, et ici, on ne les pratique plus. Vous avez la même chose en politique. Vous commencez dans la famille et le clan. Ensuite, vous avez la démocratie locale, parce que toute la démocratie, tout le débat public a toujours été local. D'abord, en contrariété au pouvoir absolu. Et puis ensuite, vous avez la macropolitique, et au niveau macropolitique, on ne pratique plus les règles de la démocratie. Si vous regardez les grands enjeux du monde, le jour où les promoteurs de la démocratie, les Américains, appliqueront à l'échelle de la planète la règle de la démocratie, un homme, une voix, vous viendrez me chercher, mais je crois que je ne serai plus là. Donc, on est dans un système où, ici, on ne pratique pas les règles du jeu de la démocratie, du débat public. Ici, on les pratique, ici, on ne les pratique plus. C'est la même chose en football. Vous apprenez à jouer au football dans la rue, dans la formelle, à côté de chez vous. Ensuite, il y a des millions de personnes qui se mettent à vouloir un arbitre et à pratiquer les règles du jeu. Et puis quand vous vous appelez Bernard Tapie ou Berlusconi, vous commencez à trouver que la glorieuse incertitude du sport, c'est bon pour les autres, mais pas pour vous. Vous avez la même chose dans d'autres domaines. Donc vous avez un mécanisme
que décrit Braudel, qui est un mécanisme sociologique où l'humanité fonctionne avec un étage de proximité, puis ici on apprend à survivre, on apprend à échanger, on apprend à naviguer par des phénomènes d'initiation qui permettent de construire les différents étages, et très souvent ce qu'on appelle le capitalisme, c'est quand cet étage-là écrase les autres, parce que les autres sont tout à fait indispensables, ils sont même plus qu'indispensables, c'est-à-dire que vous avez deux types de sociétés. Les sociétés ballons de rugby, attendez, c'est un œuf, là, c'est vraiment pas... Enfin, la société ballon de rugby et la société en sablier. La société ballon de rugby, c'est les sociétés, j'aurai l'occasion d'y revenir parce que je terminerai, après vous avoir décrit des choses assez horribles, je terminerai sur une note positive. La société ballon de rugby, c'est quand l'étage intermédiaire, qui est l'étage des règles du jeu, est dilaté, de telle manière que les gens ne sont pas enfermés dans les ghettos du rez-de-chaussée, et les femmes qui, dans beaucoup de civilisations et dans une grande partie de l'histoire, ont été cantonnées au rez-de-chaussée, n'accédant pas à l'échange, qu'il soit économique ou politique, dans ces systèmes où on a pu dilater l'étage des règles du jeu, elles ont la possibilité d'accéder à cet étage, et inversement, si l'étage des règles du jeu est dilaté, eh bien, il arrive à fonctionner en contre-pouvoir pour empêcher le double langage de l'étage supérieur d'être excessif ou de délirer. C'est-à-dire que quelque part, on empêche que ces gens qui sont là et qui en permanence font le contraire des règles du jeu qu'ils prétendent faire appliquer, puissent exagérer. Quand la confiance se perd, c'est-à-dire que quand dans les règles de l'économie, de la politique, de la science, du sport, de la nourriture des bovidés, etc., tout commence à se perdre, les gens se disent « mais je ne vais pas être le dernier à ne pas tricher ». Et à ce moment-là, l'étage intermédiaire qui est dilaté par la confiance dans les règles du jeu se crève comme un ballon et on passe dans le système en sablier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un cycliste qui croit qu'on peut courir sans être dopé. Et par conséquent, on passe dans ce domaine-là. Autrement dit, si vous voulez, ce qui fait qu'il y a une démocratie, qu'il y a un développement, etc., suppose qu'il y ait une confiance dans un minimum de règles du jeu, et quand ces règles du jeu sont trop atteintes, on passe dans des sociétés extrêmement violentes où il y a des très riches, il y a des très pauvres, et les très riches gagnent au détriment des très pauvres. Alors, pour comprendre l'enjeu que je vais vous raconter maintenant sur l'envers de la dette en Afrique, il faut voir ce qui s'est passé depuis l'an 1000. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Donc, en l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local, et ils accédaient à l'économie monde, à la macropolitique, à l'économie monde, etc. De même, il y a tout le travail d'Anta Diop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique, est une absurdité totale. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À partir de 1500, il y a eu les Portugais qui ont encerclé l'Afrique de 1400 et quelques, 1450 en l'espace d'un siècle. Autrement dit, avec cet encerclement, et puis ensuite l'esclavage, on a capturé l'étage supérieur, l'accès à l'économie monde de l'Afrique. Ensuite, avec la colonisation, on a folklorisé l'étage intermédiaire. On l'a aliéné, l'étage de l'échange local. Et l'Afrique n'a réussi à survivre à ces 3 ou 4 siècles d'agressions épouvantables qu'en se repliant sur le rez-de-chaussée du clan, de la famille, en hypertrophiant les solidarités de cet étage. Donc ça a été quelque chose de formidable pour l'Afrique, parce que quelque part, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et ces solidarités-là sont très importantes. J'ai écrit tout un livre sur ce fonctionnement
à partir de Braudel, et on s'aperçoit bien que, en permanence, c'est de là que tout repart, c'est là que sont les gènes des civilisations, c'est de là que les valeurs d'une société peuvent repartir. Qu'est-ce que c'est que conquérir l'indépendance à partir de 1960? C'était pour les Africains reconstruire les étages qui avaient été détruits par la colonisation et l'esclavage. Et donc vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer maintenant de la France-Afrique, ça a été un jeu depuis 40 ans qui a consisté en permanence, par toutes sortes de moyens politiques, économiques, barbouzards ou idéologiques, de faire retomber en permanence l'Afrique dans ce niveau-là, en lui disant vous n'êtes pas capable de déployer des règles du jeu, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, à ce niveau-là, ni d'accéder à l'économie monde. Et donc c'est cela l'enjeu dont je vais vous parler maintenant assez brièvement. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est ce qui a été mis en place en 1960, au moment où De Gaulle, à cause de la pression de l'histoire, a dû accorder l'indépendance aux pays d'Afrique. Il a à ce moment-là décrété une nouvelle légalité internationale, l'indépendance. Et en même temps, il a chargé son bras droit, Jacques Foccart, de faire exactement l'inverse. Pour 3 ou 4 raisons. D'abord, pour maintenir le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients, pour maintenir l'accès aux matières premières stratégiques, le pétrole, l'uranium, ou aux matières premières juteuses comme le bois, le cacao, etc., pour maintenir le financement de la vie politique, parce que je vous parlerai tout à l'heure des chiffres de détournement de la rente pétrolière ou du bois, etc., ça représente des centaines de milliards. Et les affaires dont on vous parle en France, ce sont des lotos paroissiaux par rapport aux financements politiques qui viennent de l'Afrique. Alors, ça c'était la troisième raison. Et la quatrième, qui m'est apparue plus récemment à travers un certain nombre de travaux historiques, c'est le rôle de sous-traitant de la France dans la guerre froide au service du camp occidental, c'est-à-dire empêcher une partie de l'Afrique de basculer du côté du camp communiste. Donc, pour ces 4 raisons, De Gaulle demande à Jacques Foccart de faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors, c'est là qu'il faut comprendre le problème. C'est que si on décrète une nouvelle légalité internationale et qu'on fait exactement le contraire, ce qu'on fait est illégal, ne peut être fait que de manière occulte, cachée. Et c'est pour ça que toutes ces relations franco-africaines sont très majoritairement cachées aux yeux du public, parce qu'elles sont inavouables, puisque la nouvelle légalité, c'est l'indépendance. Autrement dit, la France-Afrique, c'est comme un iceberg. Vous avez 10% d'émergés, la France, patrie des droits de l'homme, meilleure amie de l'Afrique, généreuse, etc., toute une face immaculée dans la relation franco-africaine, et vous avez 90% d'immergés, qui est la réalité profonde de la réalité franco-africaine, qui est le système mis en place par Jacques Foccart et qui visait à maintenir la dépendance. Quels étaient ces moyens inavouables? Je vais très vite parce que je voudrais ensuite passer à l'actualité et puis aux enjeux actuels. Quels étaient les moyens parallèles, illégaux, inavouables, de tenir cette relation franco-africaine? Le premier, ça a été de faire un grand ménage pour choisir des chefs d'État amis de la France, souvent d'ailleurs avec la nationalité française, parfois tout simplement des agents des services français comme Omar Bongo, qui vivent souvent en France d'ailleurs, tous ces gens-là. Donc on a choisi des proconsuls à la peau noire. On les a choisis comment? D'abord par une guerre civile épouvantable au Cameroun, qui a fait entre 100 000 et 400 000 morts, une guerre digne du Vietnam qui ne figure dans aucun manuel d'histoire. Ensuite, en assassinant les chefs d'État légitimes élus par la population, comme Sylvanus Olympio au Togo, qui a été assassiné par 4 sergents-chefs revenant de la guerre d'Algérie, dont l'un d'entre eux est toujours au pouvoir, Eyadema, tout cela sous la supervision de l'officier français qui était chargé d'assurer sa sécurité. Barthélemy Boganda, par exemple, le centrafricain, est mort dans un accident d'avion suspect, donc on a fait un grand ménage. Ensuite, les autres, on les a promus par la fraude électorale ou par la corruption, les moyens classiques. Il n'y en a qu'un seul qui a résisté, qui est Sékou Touré, mais qui a connu tellement de vrais complots en l'espace de 2 ans qu'il a fini par en voir défaut et par devenir paranoïaque, donc par être écarté quelque part du jeu. Donc, on a mis en place un certain nombre de chefs d'État amis et on a pu tenir ce système
par un ensemble de mécanismes parallèles que je n'ai pas beaucoup le temps de décrire, mais sur lesquels on reviendra si vous voulez. C'est une présence mercenaire, mais ces mercenaires comme Audenard, c'était déjà des vrais faux mercenaires, puisque chaque fois qu'il avait un procès, l'ensemble des services secrets venait dire « Mais monsieur Audenard travaille pour vous, pour nous. Ce n'est pas un mercenaire, c'est un corsaire de la République. » Donc on voit bien que c'était des moyens occultes qui en fait ne trompaient pas grand monde. Mais il y a d'autres moyens beaucoup plus subtils, beaucoup plus forts. C'est les entreprises faunées des services secrets français, notamment Elf, dont le Floch Prigent, l'ancien PDG, nous explique simplement que Elf, c'était le fauné des services secrets français, c'est-à-dire que les dizaines, les centaines de milliards prélevés sur le pétrole, entre le prix d'achat très faible et le prix de vente, et aussi avec les quantités de cargaisons non déclarées, une cargaison non déclarée, ça fait chaque fois 150 millions de francs. Bon, tout cet argent a permis de mener un certain nombre d'actions secrètes, par exemple la guerre de la France contre le Nigeria, cette fameuse guerre du Biafra pour conquérir la partie pétrolière du Nigeria, mais aussi tout un tas de coups d'État, de guerres civiles, de trafic d'armes, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et tout cela a été alimenté par un certain nombre de circuits financiers parallèles, par les surfacturations des gros chantiers, par un certain nombre de petites entreprises de sécurité dans l'environnement pétrolier qui faisaient payer 3 fois leurs prestations et qui étaient dirigées par des gens comme Denard. Donc la différence servait à leurs bonnes œuvres. Ou bien les missions de coopération, nous en avons eu la preuve, avaient des petites sociétés barbouzardes qui leur facturaient 3 fois le prix pour se mettre de côté la différence et puis pouvoir mener leurs actions parallèles. Donc on a mis tout un tas de mécanismes qui permettaient de pomper le fric, si vous voulez, des pompes à fric, qui permettaient de tirer une bonne partie de la substance de la rente des ressources africaines et de l'extraire, notamment, grâce au franc CFA. On vous dit toujours le franc CFA, c'est un cadeau fait à l'Afrique. Le franc CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique, je vous rappelle. Bon. Le franc CFA, étant donné que c'est un franc convertible, ça permettait de manière très simple que quand on faisait un don ou un prêt à l'Afrique, eh bien l'avion repartait aussi vite de Yaoundé ou de Lomé pour aller en Suisse, et là les billets neufs, grâce à la convertibilité du franc CFA, étaient transformés en devises et partagés entre le décideur français et le responsable africain. Une partie de la dette de l'Afrique qui s'explique comme ça. Bon, mais c'est vrai, ça c'est le mécanisme le plus simple, il y en a d'un peu plus compliqué, c'est toujours le même principe. La convertibilité du franc CFA a été l'instrument le plus sûr d'extraire une grande partie des ressources de l'Afrique, et quand je parle de la rente des matières premières, il faudrait rajouter la rente de l'aide publique au développement, parce que si nous en sommes arrivés là, c'est que pendant 10 ans on s'est battu pour faire en sorte que les 40 milliards d'aide publique au développement, de nos impôts, que nous croyons servir pour l'aide publique au développement, aillent au moins en partie à destination. Et quand on s'est aperçu que ce n'était pas possible, on s'est dit, il y a quand même un vrai problème. Il y a 98% de ces 40 milliards qui sert à autre chose qu'à lutter contre la pauvreté. Il y en a la moitié qui est détournée, une autre moitié qui sert des objectifs de prestige ou de politique d'influence, et il y en a à peine 2% qui sert à lutter contre la faim ou les problèmes de pauvreté. Nous avons fait une statistique qui montre que quand vous comparez l'aide publique française par habitant avec la richesse d'exportation des pays, eh bien plus le pays est riche, plus il est aidé. Alors, on ne va pas vous dire que c'est pour lutter contre la pauvreté. Plus il est pauvre, moins il est aidé. On voit bien à quoi ça sert et où va l'argent. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais il faut bien voir que toute cette politique qui a été mise en place, donc à la fois de pillage par des moyens occultes, de présence barbouzarde. Alors, chaque chef d'État avait à côté de lui un officier de la DGSE qui était chargé de veiller à la sécurité de ce chef d'État ou le débarquer du jour au lendemain quand il avait cessé de plaire. Un Amani Diori au Niger, par exemple, le jour où il est venu l'idée de vendre de l'uranium à autre chose que la France, il a été débarqué immédiatement. Quand Denard a débarqué aux Comores en 1995, il y avait des officiers de la DGSE qui étaient chargés de la protection du président en place. Eh bien, ils se sont retirés pour laisser partir le président, parce que ce président-là, Johar, avait cessé de plaire. Donc, on voit bien qu'on est dans un mécanisme du degré zéro de l'indépendance, que ce soit au niveau politique, au niveau monétaire,
Au niveau économique, au niveau militaire, là non plus, je n'ai pas le temps de développer, mais tous les généraux, les officiers sont formés en France, recrutés, n'ont une carrière rapide que ceux qui entrent dans les cercles d'initiés, et ces généraux deviennent assez souvent d'ailleurs chefs d'État et sont dans un copinage permanent avec les réseaux militaires de la France-Afrique. Donc on est dans un mécanisme de captation de la dépendance totale. Pour vous donner un dernier exemple, qui est le plus caricatural, enfin peut-être pas, mais le plus actuel, c'est ce qui se passe au niveau des élections depuis 1990. Parce que, vous comprenez, dans la mesure où on met ici en place des chefs d'État amis, et on leur dit, enrichissez-vous, confondez l'argent public et l'argent privé, donnez l'exemple de la corruption. Dans la mesure où on dit ça à ces gens-là, on comprend bien que le développement, il n'a pas été très loin. Si vous passez du service public qui restait un tout petit peu au moment des indépendances au self-service public généralisé, si vous avez cette corruption qui monte, en plus la baisse du cours des matières premières, et puis ensuite, je vous expliquerai le scandale de la dette, vous voyez bien que ces dirigeants, quand est arrivée en 1990 une incroyable poussée démocratique en Afrique, ils ne pouvaient pas dire au peuple « élisez-moi parce que je vais faire le bien et le développement du peuple ». Et à ce moment-là, ils se sont mis, et j'en dirai quelques mots, à utiliser l'arme ultime du politique, qui est l'arme du bouc émissaire, l'arme de la manipulation de l'ethnisme, en disant si vous votez pas pour moi, ce sera l'ethnie détestée qui va venir prendre la place à ma place, et c'est ce qui s'est passé exactement au Rwanda, ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire, et qui menace un certain nombre de pays d'Afrique. Mais pour assurer en même temps la continuation de ces régimes usés, mis en place par la France-Afrique, on a trouvé une formule extraordinaire de coopération en iceberg. Mitterrand a déclaré en 1990 « Vive la démocratie en Afrique », je résume, on va vous aider, on va vous fournir des urnes transparentes, des bulletins, pour que le peuple puisse élire ses dirigeants. Alors les gens se sont mobilisés de manière incroyable autour des urnes pour empêcher qu'on les bourre jour et nuit. Ils ont voté à 70-80% pour chasser le dictateur. Et puis, en même temps qu'on faisait cette coopération à ce niveau-là, on envoyait dans la capitale, auprès des ordinateurs chargés de centraliser les résultats, des coopérants très spéciaux issus des réseaux Pasqua ou de la mairie de Paris, où en fraude électorale on est relativement adroit, et avec des logiciels un peu spéciaux, on faisait en sorte que les 80% de votes contre le tyran se transforment en 80% de votes pour le tyran, ou en 52% s'il était modeste. Donc, et cela, ça s'est passé dans 50 élections majeures en Afrique, au sud du Sahara. Il n'y a eu que 2 ou 3 exceptions au début, quand la France-Afrique a été prise par surprise au Bénin, au Congo-Brazzaville, etc. Et puis, 2 ou 3 à la fin, quand des peuples ont trouvé la parade. Au Niger, par exemple, il y avait un dictateur installé par Focard, il a été renversé, la France a hurlé à l'interruption du processus démocratique, n'est-ce pas, puisque le dictateur a été renversé. Et donc, les officiers qui avaient renversé le dictateur ont organisé des élections tout seuls, et ça a été les élections les plus incontestées d'Afrique depuis 40 ans. Bon, au Sénégal, où il y avait un régime ultra corrompu, ils ont trouvé la parade en jumelant les téléphones portables et les radios locales, ce qui fait qu'ils ont annoncé en direct les résultats, court-circuitant les manœuvres qui se passaient à ce niveau-là avec les réseaux france-africains. C'est pour ça qu'on a retardé l'apparition des portables au Tchad. Bon. Donc, on a mis en place un tas de systèmes qui permettaient, et c'est le cas, je ne vais pas vous détailler toutes ces élections, mais ceux qui connaissent un peu l'Afrique le savent, ça a été le cas au Cameroun, au Gabon, au Togo, à Djibouti, en Mauritanie, encore récemment au Bénin, et c'est ce qui est en train de se jouer à Madagascar, où il se passe des choses absolument extraordinaires ou monumentales, où il y a un mouvement depuis 3 ou 4 mois pour affirmer la légitimité d'une élection contre une pseudo-légalité d'une commission constitutionnelle totalement bidon. Et si le peuple de Madagascar gagne, c'est quelque chose de très important pour l'Afrique parce que ça va donner des tas d'idées à beaucoup de gens. Donc je vous invite vraiment à soutenir le combat du peuple malgache parce que c'est un combat absolument décisif pour l'Afrique. Parce que c'est un combat pour essayer de vaincre cette fatalité imposée de l'extérieur. Et vous
vous observerez bien entendu que la France prétend qu'il faut défendre la légalité dans l'affaire. Bon, la France, pour ça, pourquoi? Parce que Madagascar a des émeraudes, parce que Madagascar a un tas de choses qui passent toujours pour le financement des partis politiques. Alors, je continue sur cette affaire. Je voudrais, parce qu'on a assez peu de temps et je voudrais laisser du temps pour le débat, vous parler de l'envers de la dette et vous en parler à partir de deux cas exemplaires qui sont le Congo-Brazzaville et l'Angola. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment on est en train de passer de la France-Afrique à la mafia-Afrique, c'est-à-dire une forme de mondialisation de ces phénomènes. Et puis je terminerai par un aspect beaucoup plus positif, c'est-à-dire comment on peut inventer une nouvelle solidarité internationale. Alors, le Congo-Brazzaville. La dette, d'abord. La dette, après toutes ces magouilles, ces manœuvres que je vous ai décrites, les appétits se sont aiguisés parce qu'il y avait de la corruption, il n'y avait plus assez d'argent dans la rente des matières premières. Et donc, à la fin des années 70, on a trouvé une idée absolument géniale. On a dit aux Africains, écoutez, on va vous faire une aide publique au développement supplémentaire formidable, on va vous prêter à 1, 2 ou 3%, par exemple, alors que le taux du marché est à 10 ou 12%, et la différence, on va dire, c'est cadeau, c'est de l'aide publique au développement. Donc, on va vous prêter à tout va. Sauf que, on a prêté pourquoi? La moitié, comme je vous le disais, est repartie directement en Suisse ou dans les paradis fiscaux. L'autre moitié a servi à des projets somptuaires, des palais, aménager le Boeing de Bongo, etc., etc., ou ça a servi également à ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des projets dont le seul intérêt était d'être des gros chantiers pour des entreprises françaises, des projets facturés 3 fois, recommencés 5 fois, ou par exemple un hôpital dont le coût de fonctionnement est supérieur au budget de la santé du pays, donc il ne fonctionnera pas, ou un IUT dont le coût d'entretien est supérieur au budget de l'éducation, donc il ne sera pas entretenu. Tout un tas de choses qui sont complètement à côté des nécessités du développement, et quand vous vous retrouvez 15 ans plus tard à devoir rembourser de l'argent qui était soi-disant cadeau, mais qui est quand même une dette, avec quoi allez-vous le rembourser? C'est-à-dire que cet argent, les gens n'en ont jamais vu la couleur. Alors ça, c'est le phénomène, j'allais dire, ordinaire. Avec le cas du Congo-Brazzaville, on passe à une échelle qui est encore beaucoup plus incroyable. Beaucoup plus incroyable. Parce que là, on a un phénomène que je voudrais que vous arriviez à comprendre, parce qu'il est un petit peu extraordinaire, c'est que on a un pays qui a du pétrole. Alors, depuis qu'il a du pétrole, la France-Afrique, ELF, etc., lui prend son pétrole. Elle lui prend son pétrole, il y en a un tiers au moins qui n'est pas déclaré, qui passe au noir. L'or noir passe au noir. Dans des cargos qui vont se vendre sur les marchés parallèles. Jamais le gouvernement congolais n'a eu la possibilité de savoir combien il y a de pétrole qui sortait de chez lui. On lui donnait de temps en temps une feuille de papier avec 3 chiffres. Bon. Avec interdiction d'aller vérifier. Bon. Donc, le pétrole, on lui pompe son pétrole. Et puis, à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la dette. On dit aux gens, écoutez, endettez-vous, on va vous faire un château à Paris, on va vous donner de l'argent par là, etc. Et donc, on fait ce qu'on appelle des prêts gagés sur le pétrole. On a vendu le pétrole pour 10 ans, 15 ans, tout le pétrole à venir. Et avec ça, ces prêts gagés, on vous explique qu'on passe par 30 ou 40 intermédiaires. On fait le tour de tous les paradis fiscaux. Chaque fois, il y en a un qui prend 1 ou 2%. Chaque fois, ça augmente la dette. Et puis, ensuite, on revend la dette, etc., etc. Et puis, c'est comme des œufs en neige. On vous a fait une dette au départ sur du pétrole que vous allez extraire dans 5 ans. Et cette dette, à force de se monter comme des œufs en neige, elle se multiplie par 3, 4, etc. Et vous vous retrouvez avec un des pays les plus riches d'Afrique, qui est le Congo-Brazzaville, qui, à la fin, a une dette qui est égale à 3 fois sa production annuelle globale, son PIB, comme on dit. Donc, vous avez quelque chose d'extraordinaire. On vous prend le pétrole, et à la place, au lieu de vous mettre de l'argent, on vous prend de l'argent. On vous enlève 3 fois l'argent. C'est quand même une opération formidable. Alors, je ne vous rentre pas dans tous les détails, parce que les mécanismes qui passent par les paradis fiscaux, tous les intermédiaires, il y en a des quantités, je décris ça en détail dans l'envers de la dette, c'est un peu compliqué, mais le résultat, il est là. C'est-à-dire, c'est pas plus et moins, c'est pas de la comptabilité en partie double, on prend du pétrole, on met de l'argent. Non, on prend du pétrole et on arrive à de l'argent.
Et puis, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a une partie de cet argent qui sert à acheter des armes. On arme les deux cours de la guerre civile, comme je vais vous l'expliquer, et avec ça, le pays est détruit. Bon, c'est extraordinaire. Comme criminalité répétitive, c'est quand même intéressant. On prend le pétrole, on met la dette, on détruit le pays. C'est assez radical. Alors évidemment, le pays, après ça, est dans une difficulté assez importante pour aller discuter le pourcentage du pétrole. Et donc je vais vous raconter ça, non plus sous l'angle de l'envers de la dette, mais sous l'angle de l'actualité politique, criminelle et militaire du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé en 1990 ? On avait une dictature dirigée par M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso, c'est un personnage